Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le webinaire d'aujourd'hui proposé par Proche Aidance Québec. Donc, il est midi, pile, poil, on commence à l'heure. On va juste attendre 2 petites minutes, le temps que les personnes inscrites euh, embarquent dans le webinaire. En attendant, je vais juste vous demander, comme à l'habitude, de mettre dans la section chat euh, votre organisme ainsi que la région de laquelle vous nous suivez. Fait que nous, à l'interne, ça nous permet de voir un peu qui participe et aussi, ben, ça permet de faire un petit coucou pour démarrer la session. Donc, on a avec nous des membres de l'Association des aidants naturels de Val-d'Or, du monde de Gatineau, de- de Saint-Laurent, la Société Alzheimer. Ben, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. On a du regroupement Sonia de Bellechasse. On a des habitués. On a euh, Amélie Poirier qui reconnaît notre présentatrice. Je ne sais pas, Sophie, si tu as vu le message, mais qui est très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Oui, oui. Ben, bonjour Amélie, bonjour Jane aussi. Je viens de voir vos messages. Contente de vous voir, ben, de vous lire en fait, présentement. Parfait, ben, je pense qu'on peut commencer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on a avec nous Madame Sophie Meunier et Madame Alexandra Giraud, qui sont spécialistes de la santé psychologique dans le milieu du travail, dans les organisations. Sophie Meunier est professeure au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle possède un doctorat en psychologie du travail et des organisations et a plus de 6 années d'expérience en tant que consultante et psychologue organisationnelle. Avec nous également, on a Alexandra Giroux, qui est étudiante au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle est également coordonnatrice du projet de recherche engagé envers ma santé au sein du laboratoire de recherche sur la santé au travail dirigé par Sophie Meunier. Donc, je vous laisse sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, Ludovic. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, on est très heureuse là, de passer notre midi avec vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet si important, là, la santé psychologique au travail. Et l'idée aussi aujourd'hui, c'est on veut voir avec vous un peu comment ça se passe dans votre secteur à vous, donc au niveau des organismes là, qui viennent en aide aux proches aidants, comment ça se passe la santé psychologique au travail là, présentement.
Donc, Ludovic a fait une belle présentation là, déjà de nos deux profils. Donc, juste très brièvement, là, moi, effectivement, je suis professeure au département de psychologie à l'UQAM, aussi psychologue du travail des organisations. Et mes intérêts de recherche là, portent sur la santé psychologique de différents types de travailleurs, dont les travailleurs communautaires, là, sur lesquels je me suis penchée là, au cours au moins des 3 dernières années. Aujourd'hui, je suis très bien accompagnée avec une autre chercheuse qui s'intéresse aussi beaucoup à la santé psychologique des travailleurs communautaires et je vais la laisser vous dire un petit mot pour se présenter. Merci Sophie. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Alexandra Giroux. Je suis étudiante au doctorat à l'UQAM là, en psychologie du travail des organisations sous la supervision de Sophie. Donc, Sophie, c'est ma directrice de thèse. Et dans le cadre de ma thèse, moi, particulièrement, je m'intéresse à la passion au travail chez les travailleurs et travailleuses du milieu communautaire, puis comment ça peut impacter la santé psychologique au travail. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui là, pour ce webinaire. Super. Donc, un sujet bien intéressant. Et Alexandra, vous allez entendre parler d'elle, je suis certaine, là, dans les prochaines années aussi, là, par tous les travaux qu'elle veut mener là, dans le milieu communautaire. Alors, quelques petites consignes techniques là, avant d'aller plus loin. Je pense qu'on commence à avoir l'habitude là, avec la pandémie, tout ça, mais quand même, c'est toujours bon de le repréciser. Alors, aujourd'hui, on est en mode webinaire dans le Zoom. Alors, votre micro est fermé. Par contre, nous, on veut quand même rendre le webinaire interactif. Alors, on va vous poser des questions parfois à certains moments et ça va être possible de débloquer votre micro. Donc, Ludovic va pouvoir là, débloquer votre micro lorsque vous voulez parler. Vous aurez juste à lever la petite main dans Zoom. La petite main se trouve habituellement dans l'onglet Réaction. Ça peut être aussi dans l'onglet Participants si vous avez une version un petit peu plus ancienne de Zoom. Donc, vous voyez une petite main jaune. Vous avez juste à lever cette main-là quand vous voulez intervenir et puis Ludovic s'occupera d'ouvrir votre micro. Il y a aussi le clavardage. On l'a déjà utilisé avant même que le webinaire commence. Tout le monde semble bien à l'aise avec ça. Donc, il y a peut-être certains moments où dans la présentation, on va vous demander d'inscrire des réponses dans le clavardage. Et n'hésitez pas aussi, si jamais il y a des questions ou tout autre sujet, d'inscrire vos questions à cet endroit-là. On va faire notre possible pour bien y répondre là, durant le webinaire. Petit plan de la présentation pour aujourd'hui. On va commencer dans quelques secondes avec une petite activité brise-glace qui va nous permettre de mettre la table par rapport à notre sujet du jour. Ensuite, on veut vous présenter un résumé des résultats de l'étude Engageant vers ma santé. Comme je disais tantôt, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille dans des projets de recherche auprès des travailleurs communautaires. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà vu nos webinaires ou entendu parler de nos résultats. Donc, on veut passer quand même rapidement là-dessus, mais on voulait faire un petit rappel des résultats que nous, on a trouvés par rapport à la santé psychologique des gens qui travaillent dans le milieu communautaire. C'est des résultats plus globaux, mais on va vouloir se tourner aussi plus sur comment ces résultats-là s'appliquent à vous. Donc, vous, dans votre secteur d'activité au niveau des organismes d'aide aux proches aidants. Ensuite, on va passer assez rapidement aussi en mode solution. Donc, on va discuter avec vous de qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour prendre soin là, de notre santé psychologique au travail. On va aller regarder vos réponses à vous de votre côté, mais on veut aussi vous amener certains éléments de la théorie là, que nous, on voit en santé psychologique au travail qui peut nous inspirer finalement à trouver là, des nouvelles solutions par rapport à ça. Finalement, on va essayer de se garder un petit temps à la fin, peut-être une dizaine de minutes à la fin pour vos commentaires, pour répondre à vos questions également. Alors, voici le plan de match qui devrait nous occuper là, pour la prochaine heure. Donc, comme je disais, on voulait commencer par une petite activité brise-glace, un peu pour s'énergiser, tout le monde. On arrive dans notre heure de dîner, fait que pour garder l'énergie, mais aussi pour nous permettre de mettre la table par rapport à notre sujet. Alors, ce que je vais vous demander de faire, je vais demander de regarder les 6 images que vous voyez à la droite de la présentation et d'identifier l'image qui représente le mieux la dernière année que vous venez de vivre au niveau professionnel. Donc, l'idée, ce n'est pas de réfléchir là, pendant des heures à ça, c'est vraiment d'y aller de façon spontanée. Dire, c'est quoi la première image que vous choisiriez? Si je vous demandais, décrivez-moi avec une image la dernière année que vous venez de vivre au travail présentement. Et là, vous voyez, les images sont numérotées et je vais lancer, en fait, un petit sondage. Et vous devez choisir l'option qui correspond le mieux à l'image qui représente votre dernière année.
Et pendant que les gens répondent au sondage, j'en profite, peut-être je vais demander à ma co-animatrice Alexandra si tu avais à choisir une image, laquelle est-ce que tu aurais choisi et pourquoi? Ouais, moi je dirais l'image 2. Je trouve que ça représente bien la dernière année de changement avec la COVID-19. J'ai l'impression que j'ai perdu quelques plumes, donc quelques post-it. Moi, de la façon que je le voyais, c'était comme si on avait des post-it collés sur nous puis qui partaient au vent. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, le côté adaptation, puis des fois, ça a été beaucoup plus difficile. Donc, c'est ce qui me faisait penser à ma dernière année. Super. Ben oui, moi aussi, je pense que c'est une image qui m'aurait parlé beaucoup, effectivement, étant donné peut-être plus, moi, je voyais beaucoup la grande quantité d'informations qu'on a dû traiter, puis certaines directives, des directives qui étaient changeantes aussi là, d'un moment à l'autre. Donc, oui, on dirait, je pense que moi aussi, j'aurais choisi cette image-là. Je vous partage qui a été choisi par les gens du groupe. Donc, on voit que l'image 2 aussi était quand même assez populaire. Il y avait l'image 4 aussi, là, 28% des gens. Donc, notre petite image 4, la petite fille avec les dominos. Donc, j'aimerais ça faire le tour de tout le monde puis voir pourquoi vous avez choisi chacune des images. Je trouve ça toujours super intéressant, mais on n'aura pas le temps, évidemment, d'aller vers ça. Mais j'aimerais peut-être ça prendre une ou deux interventions, une ou deux personnes qui auraient envie de nous indiquer l'image qu'ils ont choisie, puis peut-être d'expliquer pourquoi ça pourrait comme permettre de mettre un bon contexte. Donc, s'il y a des volontaires, je vous demanderais peut-être une ou deux personnes lever la main. Et puis, Ludovic pourra peut-être débloquer votre micro. Et puis, on serait super intéressé à entendre là, votre perception. Donc, je vois Céline Bouffard. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai choisi l'image numéro 3. En fait, parce que dans mon contexte de travail, là, il y a eu beaucoup de bienveillance puis beaucoup de soutien entre les collègues. Là, donc, on a vraiment senti justement que c'était bien orchestré, malgré l'espèce de désordre là, qu'il y avait tout autour. Là. Super, excellent. Ben oui, on va le voir aussi plus tard dans la présentation, un volet super important, le soutien en collègue. Donc, tant mieux si vous avez pu bénéficier de cette ressource-là qui est si importante. Est-ce qu'on a une autre personne qui aurait envie de partager avant qu'on passe à la suite du webinaire? N'hésitez pas, c'est super intéressant pour nous. OK, je vois donc soit Lynn ou Sonia. Bon, tu sais, Lynn Lévesque. Merci, Lynn. Salut, m'entendez-vous? Oui, très bien. OK, super. Moi, j'ai pris la 6. C'était la première qui m'a. C'est parce que je voyais, tu sais, parfois dans l'année, tu sais, des fois, on avait des fossés, tu sais, il y a un fossé. Mais Oui. par contre, avec l'appui de l'équipe, puis nous, on a pris beaucoup de temps en fin de journée pour juste se parler 15 minutes, soit en Zoom. Il y en avait qui étaient en présence. Fait que l'arc-en-ciel nous a permis de toujours sauter ce fossé-là, une barrière. Puis là, il y avait la montagne, fait que on y parvenait, là. Fait que ça me parlait beaucoup. Super, très positif aussi, excellent, merci beaucoup. Oui, on va essayer d'aller découvrir un petit peu, décortiquer c'était quoi finalement ces petits arcs-en-ciel-là, là, concrètement, qui nous ont permis de traverser les nombreux fossés qu'on a dû croiser. Donc, merci énormément tout le monde. Je vois David avait levé la main aussi. Je pense qu'on va enchaîner avec la suite du webinaire. Merci beaucoup pour vous êtes porté volontaire, mais il y aura d'autres occasions aussi là, de participer en cours de webinaire. Donc, je passe la parole à Alexandra qui va nous faire un résumé là, de l'étude engagée, comme j'ai dit plus tôt. Oui, super. Donc, on voulait vous présenter en fait quelques faits saillants des études qu'on a menées là, dans les 3 dernières années, justement pour vous donner là, un petit peu de résultats à discuter. Donc, le projet engagé envers ma santé, dans un premier temps, notre but, c'était d'identifier quels étaient les facteurs qui contribuaient soit au bien-être des travailleurs et des travailleuses communautaires, donc ce qu'on appelle dans notre jargon en psychologie du travail, les ressources du travail, ou encore les caractéristiques du travail qui étaient plus en lien avec la détresse psychologique, donc on appelle dans notre jargon les demandes au travail. Donc, pour identifier ces demandes et ces ressources-là, on a mené 7 groupes de discussion avec des employés puis des directeurs et directrices d'organismes communautaires, surtout qui provenaient de la grande région de Montréal. On a ensuite voulu aller mesurer la présence de ces demandes et de ces ressources-là dans le milieu communautaire, mais aussi faire un diagnostic de la santé psychologique, donc au niveau là, du bien-être et de l'épuisement professionnel des travailleurs et des travailleuses communautaires. Donc, tout ça s'est passé avant la COVID-19. Donc, le premier questionnaire en ligne qu'on a lancé a été lancé là, vraiment juste avant, là, donc novembre 2019 à janvier 2020.
Mais là, justement, est arrivée la COVID-19, on s'est dit, bon, ça y est, là, nos données ne sont plus nécessairement représentatives que ce que les gens vivent en ce moment. Donc, on a voulu voir comment la COVID-19 avait affecté nos données, puis comment aussi ça avait changé là, votre milieu de travail. Donc, on a fait un deuxième temps de mesure par questionnaire à l'été 2020, donc vraiment entre les deux vagues de la COVID-19, donc les deux premières. On sait qu'il y en a eu plusieurs par la suite. Et finalement, comme la pandémie, mais c'est vraiment une situation qui est changeante puis en constante évolution, bien, on a fait une autre collecte de données l'hiver dernier pour voir comment ça avait évolué. Donc aujourd'hui, on vous présente rapidement au début du webinaire là, quelques faits saillants de ces 3 études-là. Puis simplement là, pour vous dire là, qu'il y aura un 4e temps de mesure là, cet hiver probablement pour continuer là, à suivre l'évolution là, de la situation. Donc, si j'enchaîne justement avec les résultats plus au niveau de la santé psychologique précisément, on voit que l'épuisement professionnel, c'était déjà plutôt élevé lors de notre premier temps de mesure qui était avant la COVID-19. Donc, ici, c'est représenté par la ligne en vert foncé, donc avec un score de 5 sur 10, un score moyen. On peut penser qu'un score de 5 sur 10, c'est quand même faible. Par contre, à titre indicatif, un score de 6,3 sur 10, ça représente le seuil pour être considéré en épuisement professionnel au niveau clinique. On voit également aussi que l'épuisement a augmenté lors de nos 2 autres temps de mesure durant la COVID. Donc, ça avait vraiment une pente ascendante. On voit que ça a continué d'augmenter de façon là, régulière. On voit aussi là, au niveau du bien-être que les scores étaient assez élevés au départ, là, donc presque 9 sur 10 là, comme score moyen de bien-être. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ces scores-là vont vers une pente descendante. Puis évidemment, on veut le plus possible garder le bien-être stable ou élevé puis qui ne diminue pas. Donc, ça allait là, vers une tendance qu'on ne voulait pas nécessairement voir. Même chose pour l'épuisement, ça allait en augmentant au lieu de rester stable ou diminuer. Donc, surtout diminuer, ce qu'on veut généralement. Donc, en fait, les différences entre les différents temps de mesure sont significatifs au point de vue statistique, donc en recherche. Par contre, au point de vue plus pratico-pratique, on voit que c'est des différences qui ne sont pas nécessairement énormes. Là. Vous voyez, là, c'est quelques dixièmes de points seulement. Par contre, quand on regarde la proportion de travailleurs et travailleuses communautaires qui sont touchés par l'épuisement, mais ça devient encore plus parlant. Et justement, si on regarde le pourcentage de travailleurs et de travailleuses dans nos échantillons qui atteignaient le seuil du 6,3 sur 10 qui détermine qu'ils vivaient de l'épuisement professionnel, c'est quand même assez parlant. Donc, avant la COVID-19, on avait 20 de notre échantillon qui vivait de l'épuisement. Donc, dans un organisme de 10 personnes, bien, ça représente quand même 2 personnes sur 10. Lors de notre deuxième temps de mesure, donc, comme je vous disais tantôt, entre les 2 premières vagues de la COVID-19, bien, on était passé à 3 personnes sur 10, donc ça l'avait augmenté. Et le dernier temps de mesure qu'on a fait l'hiver dernier, bien, ça l'avait encore augmenté. On est passé à 34 de personnes en épuisement dans notre échantillon, donc qui représente là, sur 10 personnes, 3 personnes et demie environ. Donc, qu'est-ce que ces résultats nous indiquent? C'est que de plus en plus de travailleurs et travailleuses dans le milieu communautaire vivent de l'épuisement professionnel. Puis c'est vraiment plus que jamais important d'identifier c'est quoi les facteurs qui peuvent aider à réduire cet épuisement-là, mais aussi c'est quoi les facteurs qui permettent de conserver les éléments de bien-être élevés puis qui peuvent être un atout vraiment important en fait pour le milieu communautaire puis votre santé psychologique au travail. Donc, comme vous avez pu voir là, précédemment, ce que je vous ai dit, c'est que l'épuisement professionnel est très élevé dans le milieu communautaire. Donc, on s'est demandé à ce moment-là qu'est-ce qui pouvait avoir un impact sur l'épuisement. On a donc identifié 6 demandes au travail, comme je vous ai mentionné tantôt, là, qui peuvent avoir une incidence sur l'épuisement. La charge quantitative de travail, bien, ça fait référence au nombre de tâches que j'ai à accomplir, donc ma to-do list, par exemple par jour ou par semaine. La charge émotionnelle, ça fait plus référence au fait d'être confronté à des choses qui vous touchent émotionnellement, personnellement dans votre travail. C'est sûr que vous travaillez dans des organismes qui viennent en aide aux proches aidants, donc évidemment que c'est une demande que je pense que vous êtes quand même assez habitués de vivre. Au niveau du surinvestissement, ça fait surtout référence au fait de se surinvestir au travail, donc mettre beaucoup de temps et d'énergie au travail, mais d'avoir aussi une difficulté à décrocher du travail quand on revient à la maison. La culpabilité au travail, c'est vraiment une demande qui est particulière au milieu communautaire, là, qui a été identifiée dans nos groupes de discussion.
Ça fait référence en fait au fait d'avoir l'impression de ne pas nécessairement en faire assez pour nos utilisateurs de services, notre organisme ou nos collègues, par exemple. C'est aussi de se sentir mal, de ne pas aller au travail parce qu'on est malade, parce qu'on ne se sent pas bien ou parce que nos enfants sont malades, par exemple, parce qu'on se dit, mon Dieu, la charge de travail est tellement élevée dans mon travail en ce moment que ça va retomber sur mes collègues. Donc, et de se sentir coupable par rapport à ça, ça fait partie aussi de la culpabilité au travail. L'insécurité d'emploi, ça fait référence à l'inquiétude qu'on a de ne pas pouvoir conserver notre emploi dans l'année qui vient. Ça arrive des fois que dans le milieu communautaire, là, justement, le côté insécurité est plus présent. Et la rémunération, donc ça fait plus référence à une insatisfaction envers la rémunération, l'impression qu'on n'est pas assez bien payé là, pour le travail qu'on fait. Donc, ça, c'est vraiment celle qu'on a trouvée avec l'aide des travailleurs et des travailleuses communautaires qu'on a sondées dans nos études. Donc, c'était généralement des travailleurs dans plusieurs organismes communautaires différents qui venaient surtout du domaine de la santé et des services sociaux. Et maintenant, justement, comme disait Sophie dans l'introduction, on se demandait, pour vous, en tant que travailleurs et travailleuses dans des organismes qui viennent en aide aux proches aidants, c'est quoi les demandes les plus importantes pour vous? Donc, je vais partir un petit sondage, encore une fois, puis j'aimerais ça que vous votiez, en fait, pour les demandes qui vous parlent le plus, puis que vous avez l'impression que vous voyez le plus là, dans votre travail en ce moment, puis on va interagir un petit peu là-dessus. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Vous pouvez choisir, vous pouvez en choisir plusieurs aussi. Ouais. Là, il y a la possibilité de choix multiples s'il y en a plusieurs qui vous parlent. Mais essayez d'identifier peut-être les plus saillantes. Là. Parfait, je laisse quelques secondes encore, puis je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. OK, super. Donc, je vous partage les résultats. Voilà. Donc, ce qu'on voit, on voit la charge quantitative, la charge émotionnelle, qui sont les plus présentes, puis au même pourcentage. Donc, c'est super intéressant. Le surinvestissement, la culpabilité au travail, l'insatisfaction envers la rémunération. On voit que l'insécurité d'emploi est peut-être un petit peu moins présent là, dans votre milieu. Mais tant mieux, hein, on va dire. En gros, ce qu'on avait vu là, dans nos projets de recherche, c'était surtout que la culpabilité au travail puis le surinvestissement, c'était deux des demandes qui expliquaient le plus l'épuisement professionnel. Donc, c'est des demandes sur lesquelles il faut faire attention, en fait, justement. En fait, il faut toutes faire attention à ces demandes-là, mais ceux-là en particulier avaient beaucoup ressorti là, dans nos études, en fait, à tous les temps de mesure, là, la culpabilité, ça revenait, le surinvestissement, ça revenait aussi avant et pendant la COVID. Donc, voilà. Super. Fait que je vais te laisser la parole, Sophie, pour oui. continuer. Ah, merci. Ben oui, c'est ça, effectivement. Fait que des demandes importantes qui ressortaient. Il faut dire que, puis c'est ça, c'est nous, dans les analyses qu'on fait, là, il y a certaines demandes on peut voir celles qui ressortent comme étant le plus liées à l'épuisement, mais ça ne veut pas dire, comme Alexandra disait, que les autres ne sont pas importantes. Puis, entre autres, souvent, une hypothèse qu'on avait, c'était que la charge quantitative influençait beaucoup ces demandes-là aussi. Hein. Le fait d'avoir une grande charge de travail, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que des fois, ça peut faire que soit je vais me surinvestir dans le travail, donc je vais avoir de la difficulté à décrocher, je vais multiplier les heures, je vais m'épuiser. Ou d'un autre côté, ça pourrait être aussi que ben, je vais mettre mes limites, je vais dire non, je vais faire attention de ne pas déborder, mais là, je vais me sentir coupable de faire. Donc là, la culpabilité va aller là. Fait que c'est comme si, oui, je pense que charge de travail était important aussi dans notre grand échantillon que nous, on a pris, mais on dirait que les mécanismes qui expliquaient pourquoi peut-être cette grande charge-là allait mener à de l'épuisement, ben, c'était comme ça passait beaucoup par le surinvestissement puis la culpabilité. Alors, bien intéressant. Merci beaucoup. Donc, on continue. Et au niveau du côté plus positif, on va dire, on a vu au début que chez les travailleurs communautaires, ce qu'on trouve qui est vraiment spécifique, c'est qu'ils ont à la fois des niveaux élevés de détresse psychologique, d'épuisement professionnel et des niveaux élevés en même temps de bien-être psychologique au travail. Donc, le côté bien-être, je pense que c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on veut cultiver, qu'on veut continuer à garder. Et nous, ce qu'on avait identifié là, dans nos études avec les travailleurs communautaires du secteur de la santé, des services sociaux, il y avait comme 6 ressources qui ressortaient un peu du lot.
Premièrement, il y avait le soutien des collègues et aussi le soutien du superviseur. Donc, on sait, bon, le soutien social, de toute façon, c'est toujours là, un élément qui ressort très fort dans toutes les études au niveau de la santé psychologique au travail, dans tout type d'organisation confondue. Mais c'était particulièrement présent aussi pour les travailleurs communautaires. Donc, on parlait le soutien émotionnel des collègues, l'entraide, la solidarité. Hein, on a parlé tantôt dans les exemples, le fait de s'être serré les coudes un peu là, durant la COVID. Le fait aussi d'avoir du plaisir au travail, finalement, dans ses relations avec ses collègues, c'était quelque chose qui était important. Du côté du superviseur, les travailleurs communautaires nous parlaient aussi du soutien émotionnel, mais de la disponibilité du superviseur, de la reconnaissance qu'ils reçoivent par leur superviseur. Et certains nous parlaient aussi beaucoup d'apprécier la supervision clinique qu'ils pouvaient recevoir dans leur organisation pour les aider des fois avec des dossiers un peu plus complexes. Deux autres ressources super importantes qui sont ressorties, on avait le sens du travail et l'utilisation des forces au travail. Donc, le sens au travail, c'était deux éléments. Il y avait le premier élément qui était le fait de sentir qu'on a un impact social important, qu'on arrive à avoir un impact dans la vie, finalement, de nos utilisateurs de services là, dans leur quotidien. Il y avait aussi l'aspect de travailler pour un organisme dont la mission est en concordance avec nos valeurs. Donc, ça aussi, ça amenait beaucoup de sens au travail. L'utilisation des forces, c'était l'idée d'être capable de dire, bien, moi, au travail, je suis capable d'utiliser ce que je fais de mieux. Je suis capable vraiment de mettre mes talents à profit. Je peux même choisir, des fois, peut-être certaines tâches, certains mandats en fonction de mes intérêts et de mes compétences particulières. Finalement, on avait aussi comme ressource l'autonomie, flexibilité et la participation aux décisions. Donc, l'autonomie, c'était le fait que, bon, il y avait certains participants qui nous disaient que dans leur organisme, il y avait quand même assez de flexibilité par rapport, des fois, à leur horaire, par rapport aux tâches, un peu ce que je viens de dire, au niveau de choisir des tâches peut-être qui correspondent plus à nos intérêts, à nos forces. Mais il y avait aussi tout l'aspect d'avoir une flexibilité qui nous permet d'être créatifs, qui nous permet de proposer des nouvelles choses puis d'innover là, dans notre milieu de travail. Puis la participation aux décisions, c'était vraiment le volet de dire, est-ce que dans le fond, j'ai une influence? Est-ce que mon avis est considéré quand on a des décisions à prendre par rapport à l'organisme? Donc, ça aussi, c'était une ressource qui est importante. De la même façon qu'on l'a fait avec Alexandra, je vais lancer un sondage pour voir, vous, de votre côté, qu'est-ce qui ressort comme étant le plus important parmi ces ressources-là. Puis, je vous ferai ensuite peut-être un petit parallèle avec ce qu'on avait trouvé de notre côté là, dans nos études jusqu'à là. On est bien curieux de voir pour vous quels sont là, les éléments les plus importants. Donc, on voit que ça se répartit quand même assez bien. C'est encore peut-être un petit 5 secondes. OK, super. Donc, je vais mettre fin, je vais vous partager les résultats. Excusez-moi, je ne les avais pas partagés. Donc, il y a juste moi qui les voyais. Donc, alors, on voit que l'autonomie, la flexibilité qui ressort comme étant grande gagnante, est suivie du soutien des collègues et du superviseur. Donc, dans les études que nous, on a fait avec notre échantillon plus global, effectivement, le soutien des collègues et des superviseurs ressortait comme une des ressources les plus importantes qui était le plus liée au bien-être. L'autonomie, la flexibilité a moins ressorti dans notre échantillon à nous. Donc, ça peut être peut-être une particularité, peut-être des organismes de votre secteur. Comme je vous dis, ça restait, ces 6 ressources-là, je pense, sont importantes et sont liées au bien-être, mais je dirais dans les plus importantes, nous, ce qu'on avait vu dans l'échantillon global, c'était vraiment le soutien des collègues, du superviseur. Le sens au travail était ressorti très fort et l'utilisation des forces aussi un peu plus fort dans l'échantillon global. C'est intéressant de faire un parallèle puis de voir peut-être des éléments spécifiques qui pourraient vous distinguer là, comme secteur d'activité. Puis, le fait d'identifier ces demandes, ces ressources-là, ça nous donne des pistes après ça pour passer à notre volet solution, à notre mode solution. On voulait maintenant ouvrir une discussion par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour prendre soin là, de notre santé psychologique au travail. On a vu tantôt Alexandra présenter certaines statistiques par rapport à de l'épuisement professionnel qui est assez élevé. Donc, la question tout de suite après ça qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre santé psychologique au travail. Je suis certaine qu'il y a déjà plein de choses que vous faites qui vous aident dans ce sens-là.
Puis, on va commencer un peu la discussion avec ça. Je vous demanderais de nous écrire dans le chat qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos petits trucs à vous, finalement, pour prendre soin de votre santé psychologique au travail. Puis après, on va renchérir avec ce que vous avez dit, mais on va renchérir avec, comme je disais, des modèles plus théoriques là, que nous, on voit en santé psychologique au travail, puis qu'on peut appliquer là, à votre domaine. Donc, je vous laisserai peut-être 2 minutes pour écrivez-nous dans le chat une des choses que vous faites qui vous aide à prendre soin de votre santé psychologique au travail. Puis encore là, je vais solliciter ma co-animatrice, Alexandra, pour donner un exemple. Qu'est-ce que tu fais, Alexandra, as-tu un exemple d'une stratégie ou d'un truc que tu fais pour prendre soin de ta santé psychologique au travail? Moi, je suis quelqu'un qui, quand il vit du stress, c'est très... ça se met dans mon corps, tu sais, je le somatise beaucoup. Fait que prendre un bain, c'est quelque chose qui m'aide énormément à relaxer, puis ça me déstresse beaucoup. Fait que c'est vraiment une stratégie que j'aime utiliser, là, puis ça peut être fait là, tous les jours, si je veux. Super. Ben voilà, c'est une petite stratégie simple, mais pour toi qui te fait du bien. Évidemment, ça prend un bon bain, hein, parce que des fois, il y a des bains qui ne sont pas très confortables, mais si on sait que c'est quelque chose qu'on apprécie, on peut miser là-dessus. Moi, de mon côté, je dirais que j'aime beaucoup aussi lire des romans ou des fois même écouter des émissions de télé qui me sortent complètement de mon quotidien de professeur et de chercheuse. On faisait des blagues avec Alexandra cette session-ci parce que j'écoutais beaucoup Occupation Double ou ça, mais bon, moi, ça me fait du bien de vraiment sortir complètement là, de mon univers puis de faire ce genre d'activité plus relaxante et passive. Alors, merci beaucoup. Je vois déjà qu'on a des réponses dans le chat. Donc, choisir de terminer à l'heure, pas faire des heures supplémentaires, faire de l'exercice physique pendant le travail. Ici, on a beaucoup de stratégies, c'est super. Prendre le temps de faire de la jasette avec les collègues pour décompresser. Fait qu'on voit qu'on touche là, à plusieurs sphères. Sortir, aller marcher pendant les pauses et le dîner. Oui, on va le voir tantôt. Des fois, juste sortir du milieu de travail, ça l'aide. Méditation, pleine conscience, très bonne stratégie aussi. Évidemment, toutes vos stratégies sont bonnes si ça fonctionne pour vous. Je choisis à tous les jours d'aller travailler, donc un peu l'espèce d'autodétermination, finalement, dans la façon dont on voit le fait d'aller travailler, l'authenticité, moment d'échange, encore une fois. Pas hésiter à utiliser les congés de maladie de santé psychologique. C'est un bon point. Hein? Ça me fait penser que des fois, il y a des ressources qui sont disponibles en matière de santé psychologique au travail, mais les gens ne les utilisent pas. Je vous dirais, il y a des statistiques qui nous disent à peu près 90, même plus que 90% des grandes organisations ont des programmes d'aide aux employés. Et ces programmes-là sont utilisés à peu près par 4 ou 5% des employés. Là. Donc, il y a vraiment, des fois, c'est ça, il faut voir. Il faut voir est-ce que les services, les ressources sont adaptées, mais aussi, il ne faut pas hésiter à les utiliser de notre côté. Équilibre, bon, il y en a plein. Okay, j'essaie de tout rire avec mes collègues, super. L'ostéo, oui, aussi. Comme Alexandra disait, des fois, ça peut être très physique aussi. Là, on le ressent dans notre corps. Les loisirs, en fonction des besoins spécifiques de chaque jour, excellent. Flexibilité de l'horaire, méditation, encore une fois, Nicole Bordelot, oui, très bon. J'ai déjà essayé aussi personnellement, j'aime beaucoup. Parler avec le superviseur, souper entre amis, discuter avec les collègues, lire, oui, un autre adepte de lecture, les bains aussi. Super. Bien, je m'arrête là, mais c'est vraiment très riche, hein, tout ce fil de conversation-là. Là, je vous laisse continuer à en prendre connaissance, mais je veux vraiment qu'on ait le temps là, de poursuivre avec la suite du contenu. Mais un grand merci pour ces éléments-là. Et en fait, je laisse Alexandra qui va faire un lien un peu entre les stratégies que vous avez données et la théorie, qui pourra peut-être donner d'autres idées là, de stratégie entre-temps. Oui, donc en santé psychologique au travail, on a un fameux modèle théorique qui s'appelle le modèle des demandes et des ressources au travail. Donc, c'est un modèle qui dit qu'on peut classer toutes les caractéristiques du travail en 2 catégories. Bon, on vous les a déjà présentées, donc les demandes et les ressources. Rapidement, je reviens un petit peu. Les demandes du travail, mais c'est tous les aspects de votre travail qui vont vous drainer de l'énergie, finalement. Alors que les ressources, au contraire, c'est tous les aspects du travail qui vont vous permettre de mener efficacement vos tâches, de réduire en fait le coût des demandes, puis justement de stimuler votre développement, votre croissance au travail. Donc, ces 2 types de catégories-là, donc les demandes et les ressources, vont avoir un impact distinctif sur notre santé psychologique. Donc, premièrement, on va retrouver un processus qui est plus énergivore, un processus de détérioration de la santé psychologique. On va parler
du fait que plus les demandes augmentent, mais plus l'épuisement professionnel va augmenter. D'un autre côté, on retrouve aussi un processus qui est plus motivationnel. Donc, plus les ressources vont augmenter, plus mon engagement, ma motivation et mon bien-être vont augmenter. Donc, premier constat, si je veux améliorer ma santé psychologique au travail, mais je dois diminuer les demandes puis augmenter les ressources. Par contre, ce n'est pas toujours aussi simple, ce n'est pas toujours possible de diminuer les demandes, on s'entend. D'ailleurs, le modèle nous indique que même si les demandes restent les mêmes puis elles sont élevées, mais si j'augmente le nombre de ressources, mais ça va diminuer l'impact des demandes sur mon épuisement professionnel. Mais aussi, le modèle nous indique aussi que quand j'ai beaucoup de ressources dans mon milieu de travail, mais aussi beaucoup de demandes, bien, ça va pouvoir augmenter ma motivation. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas nécessairement enlever toutes les demandes de notre travail. On veut se garder un certain challenge, un certain défi, parce que si je n'ai pas de demande dans mon travail, bien, ça devient quand même assez plat, il ne se passe pas grand-chose finalement. Mais par contre, les demandes, il faut les garder à un niveau tolérable, mais aussi avoir beaucoup de ressources pour pouvoir y faire face. Donc, c'est des grands principes théoriques vraiment intéressants, mais on va vous présenter là, des stratégies là, que vous pouvez appliquer à ce modèle-là, justement en termes de diminuer les demandes, augmenter les ressources le plus possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'employé pour augmenter nos ressources et diminuer nos demandes? Donc, il y a une théorie qui s'appelle le job crafting ou le remodèlement d'emploi en français, où l'employé va venir changer lui-même ses conditions et son environnement de travail pour vivre plus de santé psychologique. Donc, justement, l'employé va chercher à augmenter ses ressources, augmenter les demandes de type défi. Donc, c'est des demandes qui vont lui procurer du bien-être ou un sentiment d'accomplissement. Et il va venir chercher à diminuer les demandes obstacles qui vont drainer de l'énergie. Ça va pouvoir être fait à différents niveaux. Pour ce qui est des tâches, l'employé peut essayer d'introduire des tâches qui sont stimulantes, donc des nouvelles tâches. Ou encore voir si on ne peut pas diminuer les tâches qui sont stressantes ou qui demandent beaucoup d'énergie en déléguant ou en priorisant de manière différente. Parfois, ça peut être quand même intéressant de gérer la réalisation de nos tâches en fonction de notre état. Donc, si je sais que moi, en fin de journée, j'ai vraiment moins d'énergie et de concentration, bien, je peux décider de me garder des tâches plus faciles à la fin de ma journée. Donc, ça va venir respecter mon rythme naturel de concentration et d'énergie. Mais au final, ça reste la même quantité de travail, mais répartie différemment. Donc, ça peut quand même paraître moins pire. Puis de ce qu'on a vu, bien, dans votre milieu, vous semblez avoir une très grande flexibilité et une très grande autonomie. Donc, c'est quelque chose que je pense qui peut être quand même une belle solution à utiliser si vous ne le faites pas déjà. Pour ce qui est des relations, on peut essayer de créer des occasions pour recevoir plus de feedback de la part de nos collègues ou de notre superviseur. On peut aussi aller chercher différents types de soutien social, par exemple au niveau émotionnel, si on a besoin de ventiler, ou pour nous aider dans nos tâches, plus au niveau instrumental, ou tout simplement aller voir nos différents collègues là, pour vouloir plus un soutien de camaraderie pour rire justement, puis détendre un peu l'atmosphère pendant 5 minutes pour rendre peut-être la journée un petit peu moins difficile qu'elle l'est. Donc, souvent, ce ne sera pas nécessairement la même personne qui va pouvoir nous donner tous ces types de soutien-là. Donc, c'est quand même important de bien choisir la personne à qui vous allez demander le type de soutien nécessaire. Puis, je pense que ça a été mentionné là, dans vos stratégies là, plus tôt, là, le fait de rire avec les collègues, d'échanger, d'avoir des conversations, oui, autant sur le travail, mais des conversations aussi peut-être plus informelles, ça fait du bien. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà, mais qui est important de continuer à faire aussi. Et en terminant, au niveau cognitif, donc au niveau des pensées, on peut essayer de changer la façon dont on perçoit certaines situations. Ça peut être utile de s'auto-observer pour en fait identifier et remplacer au besoin des pensées négatives ou des pensées non adaptées. Donc, des fois, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça peut avoir quand même un grand impact. Donc, par exemple, apprendre à dédramatiser les situations. Tu sais, oui, on vit toutes des situations difficiles au travail, mais je pense que de se dire que c'est temporaire, ça peut aider. Quand ce ne l'est pas, bien, ça peut être super nécessaire et important de départager ce sur quoi on a du contrôle versus ce sur quoi on n'en a pas. Par exemple, pour les éléments sur lesquels j'ai du contrôle, bien, je peux essayer de trouver des solutions pour y remédier ou justement, ça a été nommé là, tantôt là, dans vos stratégies, respecter nos propres limites en termes d'énergie, en termes de temps.
Par contre, justement, il y a plusieurs choses dans notre milieu de travail sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis dans ces temps-là, ben, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser des stratégies de gestion de nos émotions. Donc, on l'a dit tantôt, là, essayer de trouver des façons de relaxer, diminuer notre stress, donc prendre un bain le soir, si possible. Donc, ça peut passer aussi par le fait de reconnaître nos émotions négatives, puis pas nécessairement d'essayer de les éviter ou de les camoufler, de se dire oui, je vis quelque chose de difficile. Bien, des fois, ça peut être un grand pas pour mieux se comprendre puis mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, on parle aussi d'autogestion de la santé mentale. Donc, tous les petits gestes, justement, qu'on peut faire dans notre quotidien, que ce soit au travail ou à la maison, pour faciliter puis préserver notre santé psychologique. Donc, on l'a dit tantôt, là, aussi simple que d'aller prendre une marche sur le temps de travail, prendre une pause. Ça revenait beaucoup dans nos études qu'on dirait que les travailleurs communautaires qu'on a sondés avaient de la difficulté à prendre des pauses, à prendre leur temps de dîner. C'est des moments qui sont importants pour votre récupération, puis il ne faut pas les mettre trop de côté. Donc, l'important, c'est de se dire, bien, je vais faire quelque chose qui me fait du bien, même si c'est juste 10 minutes par jour. En terminant, ce qui est super important, c'est de ne pas oublier de faire preuve de compassion envers soi-même. Ce n'est pas facile ce qu'on a vécu dans les dernières années. On pourrait dire, maintenant rendu, c'est années, là, ça fait presque 2 ans. Là, donc, on a vécu beaucoup de stress, on a dû s'adapter. Le milieu communautaire a été extrêmement en demande, encore plus qu'il l'était déjà, même si, comme on pense que ce n'est pas possible. Donc, c'est normal d'être fatigué, donc il faut accepter à ce moment-là, en fait, de se prendre soin comme on prendrait soin à un ami, puis de se dire comme, ben, il faut que j'aie de l'empathie envers moi-même, être indulgent envers moi-même, que je fais mon possible, puis justement, la tendance, là, comme on a vu dans nos études là, de la culpabilité, ben, justement, le côté compassion envers soi-même, ça peut peut-être aider à désamorcer le côté culpabilité, de ne pas se taper sur la tête quand on n'a pas eu le temps de faire toutes nos tâches, quand on sent qu'on n'en fait pas assez pour les utilisateurs de services parce que là, les demandes sont super complexes puis sont de plus en plus en grande quantité, bien, c'est ça. Il faut aussi se prendre soin en tant qu'intervenant avant de prendre soin des autres. Donc, il existe quand même une panoplie de stratégies qui peuvent être utilisées là, au niveau individuel pour favoriser votre santé au travail. C'est des stratégies qui sont particulièrement importantes parce que ça vous permet, en fait, d'une certaine façon, de prendre un contrôle sur la situation que vous vivez. Des fois, on entend dire que les employés pensent qu'ils doivent subir leur environnement de travail, donc de dire que justement, on peut les informer puis les aider à utiliser des stratégies comme ça de job crafting, mais ça peut être super intéressant pour reprendre le contrôle sur la situation qu'on vit puis améliorer notre santé psychologique. Super. Donc, oui, c'est ça, on a vu différentes stratégies pour essayer d'augmenter nos ressources, diminuer nos demandes. Puis vous pouvez voir avec ce qu'on a parlé au début, là, les 6 demandes puis les 6 ressources qu'on vous a montré, comment réfléchir un peu déjà à comment je peux faire est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour modifier là, ces demandes-là, puis augmenter, optimiser encore plus ces ressources-là. C'est sûr que ça va faire du bien à votre santé psychologique. Maintenant, on voulait aussi attirer votre attention sur le fait que c'est important, on en a parlé déjà, mais de récupérer les ressources, l'énergie qu'on va dépenser au travail. Puis ça, on a mis encore là une image vaut 1000 mots, là, donc j'ai essayé d'illustrer le processus pour dire un peu l'importance de récupérer quotidiennement son énergie, hein, que ce soit quelque chose là, qui se fasse de façon très régulière. Parce que vous voyez, si on regarde ici, par exemple, la ligne verte, comme un processus, on va dire, normal, entre guillemets, d'un employé qui part à son niveau de base et là, qui va dépenser de l'énergie pendant sa journée au travail et ensuite qui va récupérer, soit en soirée, en utilisant ces différentes stratégies là, que vous avez nommées, dans sa nuit de sommeil, tout ça, et qui va repartir finalement à son niveau de base sa journée le lendemain matin pour, encore une fois, redépenser de l'énergie et récupérer son énergie le lendemain et ainsi de suite. Donc là, ça va bien. Ce qui est moins bon, c'est peut-être la ligne rouge qu'on voit. Donc là, c'est un employé qui va dépenser de l'énergie au travail, mais qui ne réussit pas suffisamment à récupérer cette énergie-là le soir ou dans ses activités hors travail, ce qui fait en sorte que l'employé, finalement, il repart en dessous de son niveau de base, sa journée de travail le lendemain matin. Ça lui prend encore plus d'énergie pour être capable de faire le travail qu'il a à faire. Et encore là, c'est encore plus difficile de récupérer et de revenir à son niveau de base plus la semaine avance. Ça fait en sorte qu'on finit là, le vendredi soir un peu à plat hein, quand on arrive à la fin de notre semaine de travail. Donc, l'idée, c'est vraiment, avec cette image-là,
c'est de dire, bien, on peut pas se dire, bien, je me reposerai quand j'aurai mes 2 semaines de vacances là, par année. L'idée, c'est qu'il faut vraiment être capable de récupérer. C'est à tous les jours, c'est vraiment dans le quotidien que ça se passe, la récupération. Puis, il y a différentes stratégies qu'on peut, encore là, utiliser là, pour récupérer. Vous en avez nommé plusieurs. Ça peut être des stratégies qu'on utilise même en cours de journée, pendant le travail. Donc, on a parlé des pauses, donc l'importance de prendre les pauses, de se déconnecter. Hein. Les gens vont me dire, bien, quand je me déconnecte du milieu de travail pendant mes pauses, donc je sors, je vais chercher un café, je vais prendre une marche. Ça peut être aussi prendre une petite pause, prendre des grandes respirations profondes pendant un petit moment, puis après ça, retourner à son travail. Bien, tout ça, habituellement, c'est assez possible pour être capable de récupérer là, en cours de route là, son énergie. C'est sûr que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui disent, bien, j'arrive pas à prendre des pauses, j'ai trop de travail. C'est vraiment pas évident, je comprends tout à fait. Effectivement, mais en même temps, il faut vraiment essayer de se discipliner à prendre ces pauses-là parce que de toute façon, on est plus efficace. Il y a des études qui prouvent qu'on est plus efficace quand on fait ça, quand on prend des pauses en cours de journée, que si on travaille vraiment d'une traite. Puis là, je vois Céline qui dit, en ce qui concerne le travail à la maison, c'est plus difficile. Je pense que c'est encore plus difficile en télétravail de se discipliner, de vraiment prendre les pauses, puis même de créer une séparation entre le travail et la vie personnelle. Puis je vous en parle dans quelques secondes, mais avant ça, on a tous les moyens de récupération qu'on utilise aussi entre les journées de travail. Vous en avez nommé plusieurs aussi. Ça ressort beaucoup, nous, dans nos études. Effectivement, l'activité physique, plusieurs personnes vont dire, ben moi, ça me permet de libérer la tension là, accumulée dans la journée de travail. Donc, c'est très positif. D'autres personnes vont nous parler plus d'activités relaxantes, un peu comme Alexandra et moi avec nos bains, nos livres et nos séries. Ça peut être aussi la méditation, le yoga qui ont été nommés, donc des activités à faible intensité, mais qui permettent là, de relaxer. Vraiment des activités finalement qui nous plaisent, hein, qui sont plaisantes. Chaque personne, il n'y a pas une stratégie qui va pour tout le monde. Là. Il y en a qui aiment ça cuisiner, d'autres c'est le jardinage, d'autres c'est les bains. C'est vraiment de choisir ce qui nous fait du bien. Puis l'important, c'est aussi des fois d'effectuer des activités qui sont complètement différentes de ce qu'on fait dans notre milieu de travail. Donc, ce qu'on dit, ça va être essayer d'utiliser des systèmes fonctionnels différents des systèmes fonctionnels qu'on utilise quand on est au travail. Si j'ai un travail qui est super physique, où je suis tout le temps debout toute la journée, je cours partout un peu, ça se peut qu'en arrivant chez nous, soit l'activité physique, aller courir sur le tapis, ce ne sera pas ça qui va me tenter le plus. Par contre, avec une activité relaxante va être plus appropriée. D'un autre côté, si je suis assise toute la journée, que je ne bouge pas beaucoup, ben là, si les tâches peuvent être plus intellectuelles, ben là, ça se peut qu'effectivement quelque chose de plus physique, de plus manuel ou tout ça va être plus intéressant. Donc, essayer de se détacher, ça aide à se détacher psychologiquement du travail, là, vraiment de rentrer dans un autre mode complètement. Puis, au niveau de la gestion des frontières entre le travail et la vie personnelle, effectivement, c'est important aussi d'être capable de se détacher psychologiquement du travail, donc de couper le contact avec le milieu de travail. Ça peut vouloir dire, par exemple, de ne pas prendre les courriels quand on est le soir, enlever les notifications sur son cellulaire, pas se sentir coupable de le faire non plus. Puis même en télétravail, c'est vraiment de séparer aussi hein, l'espace de travail de l'espace de vie personnelle. Des fois, ça se peut qu'on n'ait pas une pièce complètement dédiée, qu'on peut dédier au télétravail, mais par exemple, si on a un ordinateur qui est dédié au travail et non à la vie personnelle ou un bureau qui est dédié au travail, juste ça, psychologiquement, ça délimite un peu l'espace, puis ça évite que le travail prenne trop de place. Puis c'est la même chose, comme on disait tantôt, au niveau de séparer, de gérer le temps, de gérer le temps de travail versus le temps de vie personnelle. Pour les gens qui travaillent en présentiel, les moments de transition peuvent être aussi importants. Des fois, le temps qu'on passe dans le trafic ou dans les transports, à venir à la maison, on voit ça comme du temps perdu, mais en fait, ça peut être aussi du temps qui est utilisé pour faire une bonne transition entre le travail et la maison. Puis quand on arrive à la maison, bien, justement, on passe dans un autre mode, on passe dans le mode plus du personnel. Ça aussi, c'est un défi en télétravail. Hein? Quand j'ai juste à sortir de la pièce puis j'arrive directement dans ma vie personnelle, des fois, la transition est un peu plus longue, plus difficile à faire. Fait que les gens qui travaillent en présentiel peuvent des fois se permettre, même des fois, moi, je me dis, bon, mais tu sais, je vais marcher pour retourner, je vais débarquer un peu plus loin de chez nous, puis je vais marcher, je vais passer par le parc, je vais y aller. Puis, tu sais, je pense que c'est un beau moment pour faire la transition là, entre les deux. Donc, en somme, très important d'aller récupérer votre énergie, récupérer vos ressources, puis de le faire souvent, de le faire au quotidien, parce que plus on attend, plus c'est difficile là, de récupérer et de revenir à un bon niveau. En terminant, le dernier modèle qu'on voulait vous parler, j'espère qu'on ne vous ennuie pas trop avec nos modèles théoriques, mais c'est des modèles qui sont comme très appliqués aussi, là, c'est intéressant. Je vais juste dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ce que vous pouvez faire comme individu.
parce que, comme Alexandra l'a dit, bien, on voulait vous parler d'éléments sur lesquels vous avez du contrôle. Par contre, on est très consciente que ce n'est vraiment pas le seul élément sur lequel il faut agir si on veut avoir un effet sur la santé psychologique au travail. Donc, nous, on travaille beaucoup avec le modèle qui s'appelle le modèle Igloo. Ce n'est pas vraiment rapport avec la neige là, ou l'hiver, mais c'est vraiment l'idée que ce modèle-là, ce qu'il dit, c'est que si on veut agir sur la santé psychologique, il faut agir à 4 niveaux différents qui représentent chacun les premières lettres de l'acronyme Igloo. Donc, le niveau individuel, comme on vient de voir aujourd'hui, la présentation portait plus sur ce niveau-là. Par contre, même si j'adopte toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes stratégies, je fais attention à ma santé, tout ça, mais que je travaille dans un milieu de travail qui est inadapté, dans un milieu qui est toxique, où il y a beaucoup de conflits, tout ça, bien, ça servira, tu sais, ça ne sera pas si efficace que ça, finalement. Fait que c'est vraiment un ensemble d'interventions qui a besoin d'être fait. Je pense que c'est important, comme on voit le niveau 2, c'est au niveau des collègues du groupe. Donc, c'est important qu'il y ait un bon soutien social entre collègues, qu'on peut se demander, même nous comme collègues, est-ce que moi, je suis un bon collègue pour mes autres collègues? Est-ce que je favorise leur santé psychologique au travail? Le niveau 3, c'est le niveau du leader, donc le gestionnaire. Est-ce que mon gestionnaire a des pratiques de gestion qui favorisent la santé psychologique au travail? Donc, on va dire souvent des pratiques de gestion qui permettent la flexibilité. On a vu que c'est un élément qui est important. Des pratiques de gestion qui, au niveau de la considération, hein, mon gestionnaire me considère pas comme un numéro, mais comme un individu à part entière. Des pratiques de gestion au niveau de la structure aussi. On sait où est-ce qu'on s'en va. Je sais c'est quoi mes tâches. Je sais c'est quoi mon rôle. Donc, tout ça, ça favorise la santé psychologique au travail. C'est important d'avoir un gestionnaire qui est capable de mettre ça en place. Puis finalement, au niveau plus macro, au niveau de l'organisation, c'est comme en organisation, on sent qu'il y a une culture du prendre soin de soi. Hein. Est-ce que c'est encourager le fait de mettre en place des stratégies pour bien prendre soin de soi puis de favoriser sa santé psychologique au travail? Donc, vraiment, si on veut avoir un réel impact sur la santé psychologique au travail, c'est nécessaire d'agir à tous ces niveaux-là. Comme je vous dis, aujourd'hui, on a focusé plus sur les éléments que vous pouvez contrôler, mais on répète dans toutes nos autres conférences aussi auprès de différents publics que tous les niveaux sont importants aussi. OK, super. Merci, Sophie. Avant de passer à notre petite activité de fermeture, je voulais vous parler de certaines références vraiment intéressantes que vous pouvez utiliser. J'ai eu la question dans le chat. Là, oui, le PowerPoint va vous être envoyé, là, inquiétez-vous pas, surtout pour les références là, que vous allez pouvoir avoir les liens. Donc, on vous a mis notamment un guide d'autogestion de la santé mentale qui s'appelle « Aller mieux à ma façon », qui peut être super intéressant à utiliser. Il y a une collègue dans notre laboratoire qui a aussi fait une capsule en partenariat avec l'entreprise Global Watch sur l'autogestion de la santé mentale, précisément dans le milieu de travail. Donc, je vous invite à aller la consulter, c'est super intéressant. Il y a également la ligne de soutien psychologique Léo. Donc, c'est une ligne qui a été établie par le CSMO-ESAC. C'est des travailleurs communautaires qui sont là pour écouter d'autres travailleurs communautaires. Donc, ce n'est pas seulement une ligne d'écoute, mais vous pouvez avoir plusieurs séances là, gratuitement si vous avez besoin de soutien psychologique. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette ligne-là. C'est gratuit et c'est vraiment fait pour vous. D'ailleurs, on fait un projet là, avec le CSMO-ESAC qui va être lancé dans quelques semaines, si jamais ça vous intéresse de participer. Donc, c'est un projet qui va nous permettre de questionner quels sont les besoins des travailleurs et des travailleuses du milieu communautaire justement au niveau du soutien psychologique. Donc, on va poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin, vous, en tant que travailleurs et travailleuses dans le milieu communautaire pour aller mieux. Quel type de soutien psychologique que vous avez besoin. Donc, restez à l'affût si jamais vous voulez participer à ça pour nous aider à mieux vous aider. On vous a mis aussi d'autres informations là, sur l'autocompassion puis sur la fatigue de compassion, notamment un livre super de Pascal Brion, là, Entretenir ma vitalité d'aidant. Donc, justement, pour l'activité de fermeture, on vous inviterait à vous rendre sur le site www.menti.com, menti.com. On va afficher, là, je vais départager mon écran, mais Sophie va pouvoir vous afficher là, à l'écran ce qu'on va vous demander de faire. Puis en fait, il faut juste rentrer un code là, qu'on va vous présenter. Puis ensuite, vous allez pouvoir répondre à la question. Donc, j'arrête ça. Tu vas pouvoir y aller, Sophie. Parfait. C'est bon. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran, Alexandra? On voit bien le... Oui,
l'écran Ça, du Mentimeter? Je vais OK. écrire le code dans le chat. Super. Donc, vous devez sortir un petit peu du Zoom. Fermez pas le Zoom complètement, mais juste sortir, aller dans votre navigateur Internet et puis vous allez sur www.menti.com et on va vous demander d'entrer un code qu'Alexandra va mettre dans le chat, mais le code, je peux vous le dire aussi, si vous n'êtes pas visuellement dans le chat, c'est le 3726 6818. Et c'est un peu notre activité de clôture. En fait, on voulait savoir qu'est-ce que vous retenez finalement de la... Oh, ben voilà, ça rentre. Qu'est-ce que vous retenez du webinaire aujourd'hui? Je pense que les gens ont bien compris. Donc, on voit, puis vous allez voir si un même mot est nommé plusieurs fois, bien, il devient plus gros là, dans le nuage de mots. Là. Donc, pour l'instant, ça semble être des mots qui sont nommés par différentes personnes, mais vous pouvez retourner ici à nommer d'autres mots. Ah là, équilibre, voyez-vous, ressort plus gros. Donc, oui, effectivement, un élément qui retient. Je vois compassion envers soi, puis compassion, self-indulgence. 3 éléments, je pense, qui rentrent un peu dans la même catégorie, super important. Je voyais aussi responsabilité avec un S, hein, responsabilité partagée de chacun. Oui, je suis contente que la compassion sort quand même assez souvent. La récupération, l'équilibre, le bien-être, décrocher, ça aussi, ça fait partie. C'est tous des éléments. On voit que compassion prend un petit peu plus d'ampleur. Super. Super intéressant de voir ça. Vous pouvez continuer à inscrire des mots dans le nuage de mots. Mais en fait, là, je vois qu'il est comme déjà 12h55. Fait que je vois qu'on avait eu une question là, dans l'onglet questions-réponses par rapport dans le réseau de la santé et des services sociaux. Est-ce que vous avez aussi un aspect de vos recherches qui porte sur ce milieu? Je dirais, nous, on a vraiment, notre projet de recherche et études engagées, c'est vraiment tous des travailleurs communautaires, donc d'organismes sans but lucratif, qui travaillent majoritairement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Donc, on n'a pas... C'est sûr que ces gens-là vont travailler souvent en contact avec les gens du réseau, mais on n'a pas nécessairement là, de travailleurs du réseau. Là, je sais que j'ai d'autres collègues chercheurs qui, eux, vont vraiment plus se pencher à la santé psychologique dans le secteur public, donc dans le réseau, mais nous, de notre côté, on n'a pas vraiment été dans cette voie-là. Donc, j'espère que je réponds bien à la question. S'il y a d'autres questions, il nous reste encore quelques petites minutes, donc vous pouvez soit lever la main ou y aller dans l'onglet questions-réponses. Oui, Céline, pour les collègues qui travaillent plus dans le réseau de la santé et des services sociaux, je sais qu'on a une collègue, entre autres, Kathleen Bentheim, qui travaille à l'UQAM, à l'École des sciences de la gestion. Je sais qu'elle a déjà travaillé avec ce genre de travailleurs. Donc, ça peut peut-être être une personne, aller voir les travaux qui ont été faits de ce côté-là. Super. Donc, je ne vois pas d'autres questions, à moins qu'au niveau des participants. Donc, je ne sais pas si... Bon, Alexandra, est-ce qu'on avait un petit mot peut-être de fermeture en attendant de voir s'il n'y a pas d'autres questions? Oui, ben c'est ça, je l'ai écrit dans le chat, là, mais je vais vous le dire verbalement. Dans le fond, on a une page Facebook de notre laboratoire de recherche sur la santé au travail. Si jamais ça vous intéresse de suivre les actualités et qu'est-ce qui se passe dans nos différents projets de recherche, si jamais vous voulez participer là, justement au 4e temps de mesure là, du projet engagé qui va s'en venir à la fin de l'hiver. Il y a aussi le projet avec le CSMO Isaac là, sur les besoins là, justement de soutien psychologique. Donc, ça peut être intéressant. On vous a mis aussi nos adresses courriel, donc n'hésitez pas à me contacter par courriel si vous avez plus de questions ou vous avez envie de participer à des choses que nous allons mettre sur notre page Facebook. N'hésitez pas, puis on va vous envoyer le PowerPoint là, par courriel. J'imagine que Ludovic va pouvoir faire ça pour vous. Parfait, super. Bien, merci beaucoup. J'en vois plein. Il y a plein de mots de remerciements qui défilent dans le chat. Un grand merci. C'est toujours un immense plaisir. En tout cas, moi, dans mon job crafting, c'est le genre de tâche des fois que je m'ajoute qui me redonne de l'énergie, qui me nourrit beaucoup. Ben, merci. Il me reste à vous remercier.
à vous, Alexandra et Sophie, justement d'avoir participé, d'avoir de vous être rendu disponible pour justement offrir ce webinaire. C'est un webinaire que nous, on tenait vraiment à offrir à nos organismes membres. Donc, je vous remercie, un gros merci. C'était vraiment un webinaire super bien préparé, avec beaucoup d'interactions. Fait que je vois que on peut voir que vous y avez pris plaisir aussi, fait que je suis vraiment Ouais. content pour cela. Merci à tous nos membres, à toutes les personnes qui ont participé avec nous aujourd'hui. Je vais vous envoyer toutes les informations par courriel par la suite. Également, Alexandra, tu mentionnais le lien pour qu'ils puissent répondre pour votre 4e temps Ouais, Fait que tu pourras m'envoyer ça, puis je vais envoyer également dans le courriel le parfait. lien. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, puis de mettre déjà en pratique ce qu'on a appris aujourd'hui en prenant un peu de temps, en prenant un peu de temps pour vous parce que vous avez participé au webinaire tout en mangeant. Fait que merci à tous, puis bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye bye.